Une jeune fille, orpheline depuis son plus jeune âge, a connu la dureté de la vie dans la rue. Privée d'un foyer stable et de la chaleur familiale, elle a grandi dans un environnement hostile, apprenant à survivre avec peu. Malgré tout, elle a toujours gardé espoir et détermination, se jurant qu'un jour, elle trouverait un moyen de changer sa vie. Après des mois d'efforts acharnés à chercher un emploi, malgré les rejets et les regards de mépris, elle croise le chemin d'un homme bienveillant. Touché par son histoire et impressionné par sa volonté, il décide de lui donner une chance. Il lui propose un poste d'aide ménagère auprès de sa femme. Ce travail devient pour elle bien plus qu'une simple opportunité professionnelle, c'est une porte vers une vie meilleure. Avec patience, elle apprend les tâches ménagères, gagne la confiance de ses employeurs et commence à se reconstruire, petit à petit. En arrivant dans la maison, la jeune fille espérait enfin trouver un peu de paix et de stabilité. Mais dès les premiers jours, elle découvre que la femme de l'homme qui l'a embauchée est tout l'opposé de ce dernier. Froide et autoritaire, cette femme voyait en elle une intruse, et non une aide. Peu à peu, le comportement de la maîtresse de maison devient de plus en plus cruel. Elle la surcharge de travail, la gronde pour des fautes imaginaires, et parfois même la prive de nourriture. Chaque jour, la jeune fille endure ses injustices, serrant les dents et espérant que les choses s'arrangeraient. Mais malgré sa gentillesse et ses efforts pour bien faire son travail, la situation empire. Les humiliations deviennent de plus en plus fréquentes, et la jeune fille se sent piégée, incapable de partir, car elle n'a nulle part où aller. Pourtant, au fond d'elle, elle refuse de perdre espoir. Elle commence à réfléchir à une manière de se libérer de cette situation, tout en poursuivant son rêve d'une vie meilleure. La situation s'aggrava davantage lorsque la femme de l'homme commença à nourrir des soupçons injustifiés. Convaincue que l'orpheline, avec sa jeunesse et sa beauté, était là pour lui voler son mari, elle devint encore plus cruelle. Chaque regard échangé entre son mari et la jeune fille, chaque mot échangé à propos du travail, était interprété comme une menace. Poussée par sa jalousie maladive, elle multiplia les accusations infondées et infligea à l'orpheline des punitions humiliantes. Un jour, alors que l'homme complimentait innocemment la propreté de la maison, sa femme explosa de colère. Elle accusa la jeune fille d'essayer de séduire son mari, et dans un accès de rage, la gifla. L'orpheline, terrifiée mais trop fière pour répliquer, baissa simplement la tête et retourna à son travail. Cependant, ces tensions ne passèrent pas inaperçues. L'homme, voyant les injustices dont la jeune fille était victime, commença à s'interroger. Il décida d'en parler avec sa femme, mais celle-ci ne voulait rien entendre. Rongée par sa jalousie, elle devint encore plus déterminée à faire partir l'orpheline, coûte que coûte. Malgré tout, l'orpheline, forte de son passé difficile, décida de ne pas abandonner. Elle savait qu'elle devait trouver une solution pour se protéger et prouver qu'elle était là uniquement pour travailler, et non pour détruire un foyer. La femme, déterminée à se débarrasser de l'orpheline à tout prix, élabora un plan perfide. Elle savait que son mari avait un faible pour la jeune fille, admirant son courage et sa détermination, et que la renvoyer sans raison valable serait compliqué. Alors, elle décida de créer une situation où personne ne pourrait défendre l'orpheline. Un soir, elle prit une importante somme d'argent qu'elle avait soigneusement mise de côté, puis la glissa dans le sac modeste de l'orpheline pendant qu'elle s'occupait des tâches ménagères. Avec un sourire satisfait, elle referma le sac et attendit le moment opportun. Le lendemain matin, après avoir feint d'être paniquée, elle cria à haute voix que son argent avait disparu. Son mari et les autres membres de la maison accoururent, inquiets. La femme, jouant parfaitement son rôle, déclara que quelqu'un dans la maison devait l'avoir volé. « Nous allons fouiller partout », lança-t-elle avec autorité, avant de fixer un regard accusateur sur l'orpheline. « Commencez par son sac, c'est sûrement elle. » La jeune fille, choquée et blessée par l'accusation, protesta. « Madame, je ne ferai jamais ça. Je suis ici pour travailler, pas pour voler. » Mais personne ne l'écoutait. Ils ouvrirent son sac devant tout le monde, et, comme prévu, la somme d'argent fut retrouvée à l'intérieur. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers l'orpheline, dont les yeux s'emplirent de larmes. La femme, triomphante, la pointa du doigt. « Je le savais. Cette fille n'a aucune morale. Après tout ce qu'on a fait pour elle, c'est comme ça qu'elle nous remercie ?» L'orpheline, dévastée, tenta de se défendre. « Ce n'est pas moi. Je vous jure que ce n'est pas moi. Quelqu'un a dû mettre cet argent dans mon sac. » Mais ces mots semblèrent vains face à l'évidence. Les domestiques murmuraient entre eux, et même le mari de la femme, bien qu'hésitant, ne savait quoi penser. Sentant que tout espoir s'échappait, l'orpheline comprit qu'elle devait trouver un moyen de prouver son innocence, car partir ainsi, accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis, briserait à jamais son rêve d'une vie. L'atmosphère était lourde dans la maison. L'orpheline, les larmes coulant sur ses joues,
tenait son sac serré contre elle. Son regard cherchait désespérément un signe de compassion ou de soutien parmi les visages présents. Elle répétait, la voix brisée. « Tonton, je n'ai rien fait. Je vous le jure. Je ne volerai jamais, pas après tout ce que vous avez fait pour moi. » Mais le tonton, l'homme qui lui avait donné cette chance, restait silencieux, les sourcils froncés. Il semblait profondément déçu, mais aussi troublé. L'accusation était grave, et l'évidence, l'argent trouvé dans le sac, était difficile à contester. La femme, quant à elle, jubilait intérieurement, bien qu'elle maintenait une expression outrée. Elle déclara avec fermeté. Cette fille n'a aucune reconnaissance. On lui offre un toit, un emploi, et voilà comment elle nous remercie? Je ne tolérerai pas ça. J'ai déjà appelé la police. Ils viendront la chercher et elle aura ce qu'elle mérite. L'orpheline, en pleurs, tomba à genoux devant l'homme. Tonton, je vous en supplie, croyez-moi. Ce n'est pas moi. Je ne sais même pas comment cet argent est arrivé là. Je n'ai jamais volé de ma vie. L'homme resta immobile, plongé dans ses pensées. Les paroles de la jeune fille sonnaient sincères, et il connaissait suffisamment sa femme pour savoir qu'elle pouvait être cruelle. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Quelques minutes plus tard, la police arriva, alertée par la femme. Les agents, sérieux, demandèrent des explications. La femme de maison s'empressa de raconter sa version des faits, exagérant les détails pour diaboliser encore plus l'orpheline. Je l'ai surprise à fouiller dans nos affaires, et voilà qu'on retrouve l'argent dans son sac. Elle doit être arrêtée immédiatement. Les policiers se tournèrent vers l'orpheline, qui, toujours à genoux, regarda l'homme avec des yeux suppliants. Elle murmura, la voix tremblante. « Tonton, je vous en supplie, aidez-moi. Vous savez que je ne ferai jamais ça. Vous avez été la première personne à croire en moi. Je ne suis pas une voleuse. » Ces mots touchèrent quelque chose dans le cœur de l'homme. Il leva la main pour interrompre les policiers avant qu'ils ne s'approchent davantage. « Attendez, » dit-il, sa voix ferme. Il se tourna vers sa femme, les yeux emplis de suspicion. « Cette fille a vécu des choses que tu ne peux même pas imaginer. Je l'ai vue travailler dur et faire preuve d'une honnêteté exemplaire depuis qu'elle est ici. Pourquoi volerait-elle cet argent maintenant? Il y a quelque chose qui ne va pas. » La femme tenta de protester, mais il l'interrompit, sa voix s'élevant encore plus fort. « Je refuse qu'elle parte avec la police, tant que cette histoire n'est pas éclaircie. S'il le faut, on examinera tout le monde dans cette maison. Mais je crois cette fille. » L'orpheline, les larmes aux yeux, releva la tête. Pour la première fois depuis le début de cette tragédie, elle sentit un élan d'espoir. L'homme ajouta, s'adressant au policier. « Je suis le chef de cette maison, et je prends la responsabilité de cette situation. Vous n'allez nulle part avec elle. » Face à sa détermination, les policiers acceptèrent d'attendre que l'enquête se poursuive. La femme, furieuse, s'éclipsa dans une autre pièce, craignant que son plan ne soit découvert. Après le départ des policiers, la tension dans la maison était palpable. L'orpheline, encore bouleversée, se tenait à l'écart, tandis que l'homme, déterminé à découvrir la vérité, demanda à tous les occupants de la maison de se rassembler. Il fixa sa femme d'un regard sévère. « Si cette jeune fille dit la vérité, alors quelqu'un ici a voulu lui nuire. Je ne laisserai pas cette maison être un lieu d'injustice. Si elle n'a rien fait, nous allons le prouver. » La femme, prise de court, tenta de minimiser. Pourquoi perdre du temps? L'argent était dans son sac, tout est clair. Pourquoi chercher plus loin? Mais l'homme n'était pas convaincu. Il connaissait trop bien sa femme pour ignorer son tempérament jaloux. Il annonça calmement. « Très bien, si personne ne veut parler, alors je vais vérifier moi-même ce qui s'est passé. » Ces mots firent blêmir sa femme. Elle savait que certaines zones de la maison étaient sous surveillance et que son acte pourrait être découvert. Elle tenta de s'interposer. « Les caméras? Pourquoi faire? Ce n'est qu'une petite somme, pas besoin d'aller si loin. » Mais l'homme n'écoutait pas. Il appela un technicien pour examiner les enregistrements. Pendant ce temps, il parla doucement à l'orpheline. « Reste calme, ma fille. Si tu dis vrai, la vérité apparaîtra. » Quelques heures plus tard, le technicien revint avec les images. La tension monta lorsque les occupants se réunirent pour visionner les vidéos. Les images montrèrent clairement la femme prenant l'argent et le glissant dans le sac de l'orpheline, croyant qu'elle ne serait pas vue. Un silence choquant suivit cette révélation. Tous les regards se tournèrent vers la femme, qui tentait désespérément de se justifier. « Je voulais seulement protéger notre maison. Je pensais qu'elle... » Mais l'homme l'interrompit, le regard plein de colère. « Assez. Tu as menti et tenté de détruire la vie de cette pauvre fille. Tout cela par jalousie.
C'est inacceptable. Il se tourna vers l'orpheline, qui était en larmes, mais cette fois de soulagement. Pardonne-moi pour ce que tu as dû subir. Tu es innocente, et tu n'aurais jamais dû être accusée ainsi. Tu as toute ma confiance. La femme, honteuse et vaincue, quitta la pièce sans dire un mot. L'homme prit une décision ferme. À partir de maintenant, tu seras sous ma protection. Et si quelqu'un essaie encore de te faire du mal ici, il ou elle devra répondre de ses actes. L'orpheline, malgré les épreuves qu'elle venait de traverser, se sentit enfin en sécurité. Elle avait prouvé son innocence et regagné sa dignité, tandis que la femme, rongée par ses propres mensonges, dut affronter les conséquences de ses actes. La femme, profondément humiliée par la découverte de son mensonge, commença à craindre pour son mariage. Elle savait que son mari ne lui pardonnerait pas facilement une telle trahison et que son respect pour l'orpheline n'avait fait que grandir. Décidée à regagner sa place, elle prit sur elle de demander pardon à la jeune fille. Un soir, elle s'approcha timidement de l'orpheline, qui, toujours bouleversée par les récents événements, était en train de plier du linge. La femme prit une voix douce, presque méconnaissable. « Écoute-moi, ma fille. J'ai été injuste avec toi. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait subir. J'étais aveuglée par des pensées idiotes. Je te promets que cela ne se reproduira plus. » L'orpheline, bien que méfiante, ne pouvait s'empêcher de voir le bon côté des gens. Avec un sourire timide, elle répondit. « Je vous pardonne, madame. Je ne veux pas de conflit dans cette maison. Je suis ici pour travailler, rien de plus. » Mais derrière cette façade de repentir, la femme n'avait pas abandonné ses intentions. Rongée par la jalousie et la peur de perdre son mari, elle commença à ourdir de nouveaux plans machiavéliques pour discréditer l'orpheline et la faire partir définitivement. Chaque fois que l'orpheline se mettait en cuisine pour préparer les repas, la femme veillait à intervenir discrètement. Après que la jeune fille ait soigneusement assaisonné et terminé les plats, elle se glissait dans la cuisine pour y ajouter une quantité excessive de sel, transformant les repas en de véritables désastres. Lorsqu'ils passèrent à table, le mari, habitué aux mets délicieux de l'orpheline, fit une grimace dès la première bouchée. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La nourriture est immangeable, » dit-il, repoussant son assiette. L'orpheline, déconcertée, répondit timidement. « Tonton, je ne comprends pas. J'ai suivi la recette comme d'habitude. Je vais faire plus attention la prochaine fois. » La femme, cachant un sourire, ajouta d'un ton mielleux. Peut-être qu'elle était distraite. Ça peut arriver, n'est-ce pas ? Les jours suivants, la femme intensifia ses manigances. À chaque fois que l'orpheline terminait de nettoyer une pièce ou de balayer le sol, elle attendait qu'elle s'éloigne pour jeter du sable ou de la poussière sur les surfaces immaculées. Puis, elle appelait son mari, l'air contrarié. « Regarde, cette fille ne fait vraiment pas bien son travail. Les sols sont encore sales. Avec tout ce que tu fais pour elle, elle n'est même pas capable de nettoyer correctement. » Le mari, fatigué, inspectait les lieux et bien qu'il restait calme, il commençait à avoir des doutes sur l'efficacité de l'orpheline. L'orpheline, innocente mais perspicace, remarqua que ces incidents devenaient de plus en plus fréquents. Les repas qui étaient parfaits en cuisine devenaient immangeables à table, et les pièces qu'elle nettoyait soigneusement semblaient mystérieusement sales quelques heures après. Un jour, alors qu'elle se retournait pour prendre un autre balai, elle aperçut du coin de l'œil la femme, accroupie dans un coin, en train de jeter une poignée de sable sur le sol fraîchement balayé. Elle comprit alors que tous ces événements n'étaient pas des accidents, mais des pièges pour la discréditer. Après avoir surpris la femme en train de jeter du sable sur le sol, l'orpheline comprit qu'elle était la cible d'un complot. Elle décida de ne rien dire immédiatement, mais d'observer et de chercher des preuves pour exposer les véritables intentions de la femme. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à cuisiner, l'orpheline prépara un plat simple mais savoureux. Mais cette fois, avant de quitter la cuisine, elle fit semblant de partir en laissant les plats sur le feu. En réalité, elle se cacha dans un coin sombre de la pièce pour observer. Comme elle s'y attendait, la femme entra discrètement, regarda autour d'elle, puis versa une quantité excessive de sel dans les plats avant de repartir. L'orpheline attendit quelques minutes, puis alla discrètement appeler le mari. « Tonton, s'il vous plaît, venez voir quelque chose en cuisine. » Elle lui expliqua ce qu'elle soupçonnait et l'invita à se cacher avec elle pour vérifier. À peine quelques minutes plus tard, la femme revint, cette fois pour mélanger les plats afin que personne ne remarque le sel ajouté. Le mari, témoin de la scène, fut stupéfait. « Alors c'est toi depuis tout ce temps ?» s'écria-t-il en sortant de sa cachette. La femme, prise sur le fait, balbutia des excuses. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste. » Mais le mari, furieux, lui coupa la parole. « Tu l'as accusée à tort, saboté son travail, et maintenant tu gâches même nos repas pour la faire passer pour une incompétente ?
As-tu la moindre idée de ce que tu es en train de faire? Humiliée, la femme se retira dans sa chambre, mais l'orpheline sentait qu'il y avait encore quelque chose de sombre derrière son comportement. Elle décida d'enquêter davantage. En nettoyant un jour la chambre de la femme, elle trouva une boîte étrange sous le lit. Dedans, il y avait des objets qui ne semblaient pas appartenir à la maison. Des petits gris-gris, des morceaux de papier pliés avec des inscriptions mystérieuses, et une photo du mari entouré de fils noués. Intriguée, l'orpheline se confia à une voisine âgée, connue pour ses connaissances sur les pratiques occultes. Cette dernière confirma ses craintes. Ces objets viennent probablement d'un marabout. On dirait qu'elle essaie de jeter des sorts pour contrôler son mari. En fouillant davantage, l'orpheline trouva un carnet de la femme. Dans ce carnet, elle avait noté des rendez-vous avec un marabout et des instructions précises. Assurer que tout l'argent qu'il gagne vienne à moi. Renforcer son attachement à moi, qu'il ne voie aucune autre femme. Munie de ces preuves, l'orpheline attendit le retour du mari et demanda à le voir en privé. Elle lui montra les objets et les notes. D'abord incrédule, il lut attentivement les écrits de sa femme. La colère et la tristesse envahirent son visage. C'est donc ça. Toutes ces années, je pensais que nos finances étaient naturelles. Je croyais en notre mariage. Et toi, tu joues avec ma vie, avec ma liberté? Il convoqua sa femme sur le champ et l'interrogea devant l'orpheline. Au départ, la femme nia tout en bloc, mais face aux preuves accablantes, elle finit par craquer. Oui, j'ai vu un marabout. Mais c'était pour nous, pour protéger notre maison. Le mari éclata de colère. Protéger? En détournant tout mon argent? En m'empêchant de voir la vérité sur toi? En essayant de détruire cette fille innocente? Tu as franchi toutes les limites. Après cette confrontation, le mari demanda à la femme de quitter la maison. Il promit à l'orpheline de continuer à la protéger et, reconnaissant pour sa perspicacité et son honnêteté, lui proposa même de financer une formation pour qu'elle puisse bâtir un avenir meilleur. Quant à la femme, elle quitta la maison dans la honte, se retrouvant seule face aux conséquences de ses actes. L'orpheline, malgré tout ce qu'elle avait traversé, choisit de pardonner, mais elle savait désormais qu'elle devait être prudente avec ceux qui l'entouraient. Ainsi, elle trouva enfin une stabilité et une paix qu'elle n'avait jamais connues auparavant, prouvant que même face aux épreuves les plus sombres, la vérité finit toujours par triompher. Depuis le départ de la femme, l'orpheline vivait enfin dans la paix et la stabilité. Grâce au soutien du mari, elle avait entamé une formation en couture, une passion qu'elle avait toujours nourrie secrètement. Ses journées étaient bien remplies, et elle s'efforçait de construire un avenir meilleur. Mais malgré tout, une pensée persistante la hantait, que devenait cette femme? Un jour, alors qu'elle sortait de son centre de formation, elle aperçut au loin une silhouette assise sur le trottoir. La personne était vêtue de vêtements sales et usés, son visage marqué par la fatigue et le désespoir. L'orpheline s'approcha par curiosité, et son cœur se serra lorsqu'elle reconnut la femme. La femme leva les yeux et reconnut l'orpheline. Gênée mais poussée par une lueur d'espoir, elle l'appela doucement. « Hé, ma fille! Approche, s'il te plaît. » L'orpheline hésita un instant, mais son cœur bienveillant la poussa à aller vers elle. Assise à même le sol, la femme baissa les yeux, honteuse. Elle avait l'air amaigrie, ses mains tremblaient, et ses yeux rougis montraient qu'elle avait pleuré de nombreuses nuits. « Je sais que je ne mérite pas ton attention, ni même ton pardon, commença-t-elle d'une voix brisée. Mais je dois te parler, te dire pourquoi j'ai été si cruelle avec toi. L'orpheline resta silencieuse, attentive. Tu sais, tout ce que je t'ai fait, ce n'était pas vraiment toi. C'était moi. Mon passé, il m'a détruite. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu une fille. Elle était ma lumière, ma raison de vivre. Mais sa venue n'a pas été facile. Le père de l'enfant m'a abandonnée, ma famille m'a rejetée. J'étais seule. Elle marqua une pause, des larmes coulant sur ses joues. Quand ma fille avait à peine 2 ans, elle m'a été arrachée. Des gens sont venus, et je n'ai jamais su ce qu'ils en ont fait. Je n'ai plus jamais revu mon bébé. Depuis ce jour, chaque fois que je vois une jeune fille comme toi, je revois mon enfant, et ça me fait mal. Je suis devenue méchante, froide, pleine de rancune. Elle leva les yeux vers l'orpheline, qui, bouleversée, écoutait en silence. Je ne te demande pas de me pardonner, mais je voulais que tu saches que ce n'était pas toi. C'était ma douleur qui parlait. Touchée par cette confession, l'orpheline sentit une vague d'empathie l'envahir. Elle répondit doucement. Ce que vous avez vécu est horrible. Je ne savais pas. Mais vous avez quand même choisi de me faire du mal. Ce n'est pas juste. La femme hocha la tête, incapable de répliquer. Je suis désolée. Je suis prête à tout pour me racheter. Murmura-t-elle. L'orpheline, après un long moment de réflexion,
lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Venez avec moi. Je vais parler à tonton. Peut-être qu'il acceptera de vous donner une seconde chance. Mais cette fois, il faudra que vous changiez pour de vrai. » Le soir même, l'orpheline rentra et demanda à parler au mari. Elle lui raconta tout ce que la femme lui avait confié, insistant sur la douleur qu'elle avait endurée dans sa jeunesse. « Tonton, je sais qu'elle a fait beaucoup de mal, mais tout ça vient de sa souffrance. Si on la rejette encore, elle n'aura plus aucune chance de se racheter. Je crois qu'elle mérite une seconde chance, pas pour elle seule, mais aussi pour vous. Vous avez partagé une vie avec elle. Peut-être que tout n'est pas perdu. » Le mari, bien que méfiant, finit par céder devant la sincérité de l'orpheline. Il accepta d'accueillir la femme à condition qu'elle change réellement son comportement et suive des règles strictes dans la maison. Durant les 2 mois qui suivirent, l'orpheline joua le rôle de médiatrice entre le couple. Elle encouragea la femme à exprimer ses regrets et à travailler sur ses erreurs. Lentement, la confiance commença à se reconstruire. La femme, reconnaissante de cette deuxième chance, s'efforça de se comporter différemment. Elle s'excusa auprès de son mari, reconnaissant ses torts, et remercia l'orpheline de lui avoir tendu la main malgré tout. Finalement, un jour, le mari déclara : « Très bien, tu peux revenir à la maison. Mais souviens-toi, tout le monde mérite respect et honnêteté. Si tu trahis à nouveau cette confiance, ce sera définitif. » La femme revint donc, cette fois avec une nouvelle attitude, déterminée à ne plus laisser son passé détruire son avenir. Quant à l'orpheline, elle continua sa formation avec une joie renouvelée, sachant qu'elle avait contribué à transformer une vie brisée. La maison vivait, enfin, dans une atmosphère de paix et de bonheur. Le mari était détendu, l'orpheline continuait sa formation avec enthousiasme, et même la femme semblait avoir changé, devenue plus douce et bienveillante. Tout semblait parfait. Un jour, alors que l'orpheline se préparait à se laver dans la petite salle de bain extérieure, elle enleva son haut pour se rafraîchir. Elle ignorait que la femme, assise un peu plus loin dans la cour, la regardait distraitement. Mais son regard s'arrêta net lorsqu'elle aperçut une grande tache sombre sur le dos de la jeune fille. Son cœur se serra immédiatement. Elle plissa les yeux pour mieux voir, et l'image qu'elle avait devant elle raviva un souvenir enfoui depuis de longues années. Elle se souvint du jour où elle avait été séparée de sa fille. Ce jour-là, dans un acte désespéré, elle avait chauffé une cuillère au feu et l'avait appliquée sur le dos de son bébé pour y laisser une marque, un signe qu'elle espérait reconnaître si jamais leurs chemins se croisaient à nouveau. Les larmes commencèrent à couler sans retenue sur son visage. La femme se leva précipitamment et alla s'enfermer dans sa chambre, bouleversée. Elle repassait les événements dans sa tête, cherchant des indices. Et si cette orpheline était ma fille, pensait-elle. Elle attendit que l'orpheline termine sa toilette, puis, sans rien dire à personne, commença discrètement à poser des questions à la jeune fille. « Ma fille, tu ne m'as jamais raconté ton histoire. Tes parents, tu sais ce qui leur est arrivé ?» demanda-t-elle d'un ton doux, presque tremblant. L'orpheline, surprise par cette soudaine curiosité, répondit honnêtement. « Non, je ne les ai jamais connus. On m'a dit que ma mère avait été abandonnée par son mari, et qu'elle m'avait perdue très jeune. J'ai grandi dans un orphelinat, mais j'ai dû partir parce qu'ils n'avaient plus les moyens de s'occuper de moi. Depuis, je suis seule. » Ces mots brisèrent encore plus le cœur de la femme. Elle se souvint des circonstances tragiques dans lesquelles elle avait perdu son enfant. Elle commença à poser d'autres questions discrètes. « Tu as quel âge exactement ? » « Je viens d'avoir 18 ans, répondit l'orpheline avec un sourire timide. La femme calcula rapidement. Tous les indices concordaient, mais elle avait besoin de certitude. Le soir même, lorsque l'orpheline s'endormit, la femme alla voir son mari et lui confia son soupçon. « Je crois que cette fille est ma fille, celle que j'ai perdue. » Le mari, surpris, lui conseilla de chercher des preuves plus solides avant d'en parler à l'orpheline. La femme décida alors de fouiller dans ses propres souvenirs. Elle retrouva un vieux carnet où elle avait noté des détails sur son enfant. La date de naissance, les circonstances de leur séparation, et surtout, la description de la marque qu'elle avait laissée sur le dos de son bébé. Le lendemain, après avoir rassemblé son courage, elle approcha l'orpheline. « Ma fille, peux-tu me montrer la tache sur ton dos ?» demanda-t-elle doucement. L'orpheline, confuse mais curieuse, accepta. Lorsque la femme vit la marque, elle éclata en sanglots. « C'est toi, ma fille. C'est toi que j'ai perdue il y a tant d'années. » L'orpheline, choquée, recula d'un pas. « Qu'est-ce que vous dites ? Je suis votre fille ? Ce n'est pas possible. » La femme lui raconta tout, comment elle avait été abandonnée, rejetée par sa famille, et contrainte de marquer son enfant dans l'espoir de la retrouver un jour. Elle parla de la douleur qui l'avait transformée en une personne amère et méchante. L'orpheline, bouleversée,
éclata en larmes. Vous êtes ma mère? Vous êtes celle qui m'a fait tout ce mal, alors que vous étiez ma propre mère? La femme tomba à genoux devant elle, suppliant. Je suis désolée. Si j'avais su, jamais je ne t'aurais fait du mal. Tout ce que j'ai fait était le résultat de ma douleur, mais cela ne justifie rien. Pardonne-moi, ma fille. Le mari, témoin de la scène, s'approcha et prit les deux femmes dans ses bras. Tout ce qui compte maintenant, c'est que vous vous êtes retrouvés. Il faut laisser le passé derrière et construire un avenir ensemble. Malgré la douleur de la révélation, l'orpheline finit par pardonner à sa mère. Elle comprit que la vie avait été cruelle avec elle aussi, et qu'elles méritaient toutes deux une chance de rattraper le temps perdu. Dès ce jour, leur relation changea profondément. La femme, désormais pleine de gratitude, fit tout pour se racheter auprès de sa fille. Elle l'encouragea dans sa formation, la traita avec amour et respect, et s'efforça de reconstruire ce lien maternel qu'elles avaient perdu. Quant à l'orpheline, elle trouva enfin ce qu'elle avait toujours cherché. Une famille, un foyer, et surtout, l'amour d'une mère, même tardivement. Leur histoire devint un témoignage de résilience et de pardon, prouvant que même après les pires erreurs, il est toujours possible de reconstruire et d'aimer à nouveau.